Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Donc, bonjour Maxime, nous enregistrons cette émission au lendemain du discours du président de la République, Emmanuel Macron. Comme vous le savez, ce discours fait suite au rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2025 présenté par Michel Barnier. Oui, je suis très heureux de retrouver les auditeurs de la maïeutique que nous avons eu lors de notre dernière émission sur comment protéger votre épargne, plus de 5000 vues, 300 likes. Je voudrais dire d'abord merci pour les likes parce que sans les likes, nous ne pourrions pas continuer notre travail. C'est ce qui nous encourage à aller de l'avant. Et je me suis régalé de répondre d'ailleurs, vous aussi, Joris, aux questions et aux remarques des auditeurs. Donc nous allons poursuivre ce travail. D'autant que les commentaires ont vraiment gagné en qualité par rapport à nos premières émissions. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a toujours des farfelus qui font des commentaires insultants ou qui utilisent des gros mots. J'en ai compté 2 parmi les 100 derniers commentaires et je les ai effacés. Vous pouvez tout à fait être contre ce qui est dit dans l'émission et exprimer votre point de vue. Ça permet d'enrichir le débat, mais tout ce qui est insultant ou avec un vocabulaire trop gras est systématiquement supprimé. Alors Maxime, aujourd'hui, où en est la France ? Nous sommes dans une situation inédite dans l'histoire de la République, parce que nous avons à la fois un niveau d'endettement relatif qui est pratiquement le même qu'au début de la Révolution française, même si on ne peut pas documenter le sujet, mais en temps de paix, c'est un endettement sans précédent. Nous n'avons plus de gouvernement, nous n'avons plus de majorité depuis déjà l'été dernier, et nous n'avons plus de budget. Donc c'est une situation tragique, très dangereuse, inédite. Et c'est une situation qui est difficile à comprendre, parce qu'en fait, c'est un imbroglio à la fois judiciaire, politique, institutionnel et financier. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de débrouiller cet imbroglio en prenant les éléments de base pour que nos auditeurs puissent tout comprendre. Et à la fin, nous essaierons de faire les scénarios pour l'avenir. Il n'y a pas de scénario rose, ni bleu, ils sont gris ou noirs, et nos auditeurs feront leur plan. Le but étant toujours le même, c'est de protéger ceux qui nous écoutent en les aidant à réfléchir et à comprendre. Bon, sachant que les médias sont toujours prompts à parler, occuper les plateaux, faire du bruit, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent en profondeur le sujet dont nous parlons. Voilà le plan que je vous propose. Alors, judiciaire, constitutionnel, parce que notre constitution est à la fois très solide, elle a été faite par le général de Gaulle et Georges Pompidou, Michel Debré, pour protéger un pays instable, mais elle est aussi complexe, riche, et politique, mais politique c'est ce qui est le plus facile à comprendre, et financier. Alors, notre émission n'est absolument pas une émission politique, mais là, on ne peut pas s'empêcher de faire quelques commentaires politiques, sinon on ne comprend rien. Donc je ferai une exception à notre règle qui est de ne pas parler politique. Dans tous les cas, même si on parle de politique, on ne prend pas parti. Non, absolument. Oui, absolument. Donc nous allons commencer par le début. Qu'est-ce qui a conduit cette alliance entre le Rassemblement national et la gauche pour faire adopter la motion de censure du gouvernement ? Michel Barnier lui-même l'a dit, donc je peux le dire sans être très original, mais le sujet est un peu zappé par les médias, parce qu'on considère que c'est politiquement incorrect d'en parler. Le point de départ, c'est la réquisition du parquet national financier contre Madame Le Pen pour le détournement que constitue la façon dont le Front National à l'époque a utilisé les assistants parlementaires financés par le Parlement européen. Le parquet a requis 5 ans de prison. Ça, à mon avis, elle s'en fout, parce que vous avez aujourd'hui des gens qui gambadent sur des plateaux de télévision en ayant été condamnés à des peines de prison. Je pense à un ancien président de la République, on ne va pas citer son nom, mais ça les dérange pas, parce qu'en fait, on est dans une société où il n'y a plus de morale. Par contre, ce qui la dérange beaucoup, c'est le fait que le parquet ait requis également une peine d'inéligibilité provisoire. Alors provisoire, ça veut dire que c'est la loi Sapin 2, fin 2016, a prévu que dans l'attente du résultat de l'appel,
ou de la cassation, compte tenu de la gravité de l'infraction, et une infraction punie par, je crois que c'est 300 000 € d'amende et 5 ans de prison, c'est une infraction très grave. C'est une disposition d'ordre public qui consiste à dire non, on ne peut pas les lire tant que... bon. Et donc on suspend l'inéligibilité. Alors là, il y a un imbroglio, enfin, il y a une difficulté d'interprétation juridique. Moi je m'y suis un peu penché parce que ça m'a permis de mieux comprendre... enfin j'ai essayé de rentrer dans la tête de Madame Le Pen en quelque sorte. Hein. C'est que cette loi qui a été votée Sapin II en décembre 2016, comme toute loi, n'est pas rétroactive. Et les infractions, l'infraction, c'est-à-dire le recrutement de ces assistants parlementaires, est antérieure à la... C'est l'année 2016. Alors, dans un premier temps, les avocats de Madame Le Pen ont dit « Ah ben non, la loi n'est pas rétroactive, c'est antérieur, donc vous ne pouvez pas la condamner. » Et dans les échanges juridiques qui ont suivi, je pense avec les procureurs, il y en avait plusieurs, hein, on a fait remarquer que les contrats ont été renouvelés en 2017. Donc il y a une continuité dans le temps de l'infraction, et donc la loi s'applique, de leur point de vue. Bon, alors nous ne sommes pas juristes, nous ne cherchons pas à conclure le sujet, nous cherchons à comprendre deux choses. C'est pourquoi Barnier a été renversé, alors que on s'attendait plutôt à ce que Madame Le Pen et le Rassemblement national gardent une position plutôt neutre. L'idée étant, pour être respectable, c'est pas nous qui allons aggraver une situation déjà difficile, etc. Et ensuite, on voit bien que ça a bouleversé complètement l'agenda des hommes politiques. En France, les hommes politiques n'ont qu'une idée, c'est devenir président de la République. C'est comme ça, c'est une sorte de maladie du pays. Et chacun, non seulement avait son calendrier 2027, mais chacun avait sa posture par rapport à Madame Le Pen qui devait être candidate et les stratégies étaient établies. Et là, tout est bouleversé. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme Darmanin, au mépris d'ailleurs des règles de déontologie élémentaires, autrefois on disait on ne commande pas une décision de justice, parce que la justice est un des pouvoirs indépendants en démocratie, c'est une des bases de la démocratie. Eh bien Darmanin s'est permis de dire ah ben non, les magistrats ne doivent pas... Non, Darmanin, ni personne d'ailleurs, n'a à dire aux magistrats ce qu'ils doivent faire, les magistrats appliquent la loi. Et donc ça a été, à mon avis, le déclencheur de la séquence qui s'est terminée avec le vote de la censure et la démission de Michel Barnier. Sachant qu'il y a une complicité de fait entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, parce que ces deux-là veulent tous les deux le plus rapidement possible aller à l'élection présidentielle. Madame Le Pen, c'est pour se protéger. Et d'ailleurs, il y a un de ses lieutenants qui l'a dit avec une certaine naïveté, je ne sais pas si c'est M. Tanguy ou un autre, qui a dit oui, il faut qu'il y ait une élection avant la fin du mois de mars. Bon, oui, la fin du mois de mars, c'est le moment où il y aura le jugement de l'affaire. Et M. Mélenchon, lui, il a choisi Mme Le Pen comme son adversaire dans un match à deux, au deuxième tour, qu'il a bien l'intention de remporter. Donc, à partir de là, vous avez la tragédie qui s'est produite dans la censure, au point d'ailleurs que Mme Le Pen a voté un texte qui, finalement, est une censure insultant presque le Front National. Hein. Donc, c'est un événement assez extraordinaire. Mais il ne peut s'expliquer que par ces sous-jacents qui restent largement cachés. Voilà, j'étais un peu long, mais c'est le premier élément. Donc, cet agenda judiciaire a conduit, comme vous l'avez dit, à ce que le Rassemblement national vote la motion de censure de la gauche, ce qui a fait tomber le gouvernement. On sait qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire de nouvelles élections pour l'Assemblée nationale avant 1 an. Donc, beaucoup de monde était dans l'attente de ce qu'il allait annoncer. Démission, gouvernement technique ou article 16. Oui, alors hier soir, Macron a dit quelque chose d'essentiel
qu'à ma connaissance, aucun journaliste n'a remarqué. Alors, il a dit qu'il allait rester, bon, ça, c'est pas très étonnant, c'était plutôt attendu, d'ailleurs, mais les journalistes veulent tellement parler, occuper les plateaux, qu'ils oublient de réfléchir souvent. Il a dit qu'il y aurait une loi spéciale, alors ça, c'est l'article 45 de la Constitution, c'était tout à fait attendu, il n'y a rien d'original. Il faut expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la loi spéciale. C'est un peu comme une roue de secours. C'est la loi qui permet de rentrer dans l'année 2025 en assurant la continuité des paiements des fonctionnaires et des retraites. Et là, la loi est très simple. On revient au budget de 2024. Sauf que on ne peut rien changer au budget de 2024. Et ça pose le problème de l'indexation. Parce que si vous ne pouvez pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu, enfin, vous avez une étude de l'OFCE qui est disponible qui dit il y a 17 millions de personnes qui vont payer des impôts en plus, parce que le revenu va les entraîner vers des tranches supérieures d'imposition, et vous avez même aussi, selon l'OFCE, 400 000 personnes qui ne payent pas d'impôts qui vont en payer. Alors, pourquoi je dis que Macron a dit quelque chose d'essentiel hier que personne n'a remarqué? Parce que Madame Le Pen, on lui a posé cette question très souvent sur les plateaux, elle dit « Non mais c'est pas grave, nous voterons un amendement à la loi spéciale. » Alors moi, je me suis documenté là-dessus, pour nos auditeurs, et j'ai vu que c'était controversé parmi les juristes, les constitutionnalistes. Et certains disent non, ça ne sera pas possible. Je ne me prononce pas, je n'ai pas la compétence pour me prononcer. Mais je vois que ce n'est pas aussi évident que le dit Madame Le Pen. Or, hier soir, Macron a dit il y aura après la loi spéciale une loi de finances, une vraie loi de finances, et ça permettra d'indexer, alors non seulement le barème de l'impôt sur le revenu, mais également les dépenses. Parce que si vous revenez au budget de 2024 désindexé, les dépenses publiques, ça fait 1600 milliards, avec une inflation à peu près de 2%, 2% de 1600 milliards, ça fait 32 milliards de dépenses en moins. Et inversement, ça fait de l'impôt sur le revenu en plus. Bon, alors l'OFCE dit 3 milliards. Moi, il y a quelques semaines, lorsque Barnier envisageait cette possibilité, j'avais lu 15 milliards. Enfin, donc, ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Macron hier soir, c'est que, je vais le dire trivialement, Madame Le Pen serait coincée. Parce que si cette loi de finances réindexe, elle ne peut pas voter la censure. Elle peut, dans le pire des cas, s'abstenir, mais elle ne peut pas voter la censure, parce que sinon, elle voterait réellement contre le pouvoir d'achat des Français qu'elle prétend défendre. Et ce matin, vous avez le résultat. Moi, j'étais stupéfait de constater que le spread de taux d'intérêt avait baissé. Le spread de taux d'intérêt, qui était, par rapport à l'Allemagne, à 85 points de base, est passé ce matin à 73 points de base. Donc, les marchés financiers se sont détendus, et au-delà de ces péripéties politiques, politiciennes, en fait, s'ils se sont détendus, c'est parce qu'ils voient qu'il va y avoir une loi de finances. Et ça, c'est essentiel, parce que ce que, nous en parlerons plus en détail dans un moment, mais ce que les marchés financiers attendent, c'est que la France présente une trajectoire financière de réduction de ses déficits. Si nous restons dans une trajectoire de 6 à 7% de déficit sur PIB, nous serons arrêtés par les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il y aura une crise financière avec une explosion des taux d'intérêt qui pourrait d'ailleurs même atteindre et dépasser ceux de l'Italie. On va en reparler, je pense, dans un moment. Donc, les spécialistes, les analystes et les économistes disaient il faut une loi de finances. Il faut une loi de finances pas pour faire bien, il faut une loi de finances pour représenter un budget qui réduise nos déficits significativement. Alors que d'ailleurs, au passage, le budget de M. Barnier,
c'est pas pour critiquer M. Barnier, mais le Fonds monétaire international, par exemple, ou même la Commission européenne, ou les économistes comme Marc Toiti, je pourrais en citer d'autres d'ailleurs, prévoyaient plutôt un déficit au mieux de 5,5% du PIB, alors que son objectif, Barnier, c'était 5%. Donc là, cette intervention de Macron donne à penser que nous pourrions avoir une vraie loi de finances. Alors, ce déroulement qui conduirait à adopter une nouvelle loi de finances, c'est une configuration où tout se passerait bien. Absolument. Alors, vous avez raison de dire ça, parce que l'Assemblée nationale, autrefois on disait la Chambre des députés, c'est une chambre de la haine aujourd'hui, c'est-à-dire la haine est partout. Elle est entre les trois blocs, mais elle est aussi à l'intérieur des trois blocs, donc avec cette volonté de faire une course à l'élection présidentielle sans délai, donc un accident est tout à fait possible. Et donc, notre but, c'est de donner toujours un temps d'avance à nos auditeurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et je renvoie, je pense que vous avez mis notre émission une indication sur l'émission précédente qui a fait plus de 5000 vues, comment défendre votre épargne. S'ils veulent avoir un coup d'avance, il faut quand même qu'ils suivent ce qui va se passer heure par heure à l'Assemblée nationale. Un accident est toujours possible. Mais enfin, l'hypothèse la plus probable, c'est que la loi spéciale sera votée et qu'au bout de quelques semaines, il y aura une véritable loi de finances. Et après, il faudra guetter les prévisions de trajectoire financière de la France. Ce que j'ai remarqué, c'est que Emmanuel Macron a bien insisté sur le fait qu'il resterait jusqu'au bout de son mandat, justifiant cela par la légitimité que lui confère le vote des Français. Dire qu'il va rester jusqu'au bout, ça veut dire que, un, il y aura une loi de finances, là, et que deux, alors, on n'en parle jamais sur les plateaux, alors qu'à mon avis c'est essentiel, c'est qu'il peut, il l'a pas dit parce qu'il est très communicant, il est très prudent, il est trop à mon avis d'ailleurs, hein, mais l'article 16 de la Constitution. C'est-à-dire que si nous avions une crise financière majeure, avec la possibilité de voir arriver un plan européen sur la France derrière, en contrepartie d'une procédure de secours de la BCE ou du mécanisme européen de stabilité, Macron pourrait se saisir des pouvoirs du Parlement. L'article 16, c'est ça. Nous sommes en situation d'urgence, il y a un risque de non-continuité de l'État. Continuité de l'État, c'est payer les fonctionnaires et les retraites. Hein. Et donc, et de ne pas respecter nos engagements internationaux, c'est exactement la situation dans laquelle on serait si il y avait une crise financière majeure. Et à ce moment-là, le président peut 3 mois durant, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, se saisir de tous les pouvoirs du Parlement. Et donc gouverner par ordonnance. Alors, ça c'est un fond d'écran. C'est un fond d'écran. Mais, alors voilà, je resterai jusqu'au bout. Moi, je le traduis par « je peux utiliser l'article 16 ». Puisqu'en fait, il est le seul, le président, à pouvoir faire ça. En fait, la Constitution de la Ve République, alors moi je n'exprime ici aucune opinion politique, mais je suis un défenseur de la Constitution de la Ve République, parce qu'elle a été faite par le général de Gaulle, Georges Pompidou et Michel Debré, pour permettre à la France de faire face à quelque crise que ce soit. Elle est très, très robuste, elle a beaucoup de cordes de rappel, et elle a été faite pour un pays qui est un pays très instable, en fait. Alors, nous l'avons oublié, nos générations, parce qu'on a eu la chance de vivre dans un pays stable. Mais la 4e République, c'était des gouvernements qui tombaient tous les 40 jours. Hein. Voilà, donc, aujourd'hui, les spreads de taux d'intérêt ont baissé. J'étais très inquiet du spread. Pour nos auditeurs, je rappelle que le spread, c'est la différence de taux auquel emprunte la France par rapport à l'Allemagne, par exemple. Et j'avais peur qu'il fasse un bond. Mais parce que, à mon avis, l'intervention de Macron a sécurisé.
Bon, moi j'ai un sujet qui est très macro, qui n'intéresse personne, puisque les sujets macroéconomiques et financiers n'intéressent aucun journaliste. Autrefois, il y avait des journalistes économiques qui travaillaient, mais c'est que revenir au budget de 2024, dans le cadre de la loi spéciale, il me semble que c'est un budget plutôt austéritaire, car le chiffre sur PIB, il faut toujours raisonner sur PIB. C'était 4,4. Et puis on sait qu'après des mois et des mois où on a tout laissé filer, les Jeux Olympiques, alors bon, et où finalement les notes de Bercy n'étaient pas regardées par les gouvernants, en fait la consigne c'était de ne rien dire, on est passé officiellement à 6,2, de 4,4 à 6,2. Et en réalité, on était sur une trajectoire de 6 à 7. Donc, je me suis demandé si revenir au crédit autorisé en 2024, avec en plus les effets austéritaires de l'indexation, de la désindexation, n'était pas le gage d'une réduction importante du déficit. Et j'ai eu un échange personnel avec Marc Touati à ce sujet. Bon. Alors, je passe sur les détails techniques, mais Marc Touati m'a écrit qu'il pensait que, en l'état actuel des choses, notre déficit resterait sur une trajectoire supérieure à 6% du PIB. C'est l'opinion aussi de Nicolas Bavret, qui parle de 6 à 7%. Et il y a une banque américaine qui s'est permis de faire une prévision. Je ne sais pas d'ailleurs comment elle peut fonder sa prévision, puisque pour le moment on ne sait rien. Enfin, on sait peu de choses. C'est la banque Stanley Morgan qui prévoit plus de 6. Alors, j'ai aussi écrit au président de la Cour des comptes, qui est sur mon réseau LinkedIn, Pierre Moscovici, pour lui suggérer d'encadrer un peu l'exercice de prévision. Parce qu'en fait, là, ça va être très grave. Les prévisions qui vont être publiées sur la France vont avoir un impact très très fort sur les taux d'intérêt et donc sur les risques de crise financière. Donc c'est un exercice extrêmement délicat. Et on ne peut pas se permettre d'avoir de mauvaises prévisions. Enfin, peut-être que les prévisions seront mauvaises, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des prévisions erronées. Voilà ce que je veux dire. Il faut que ce soit rigoureux. Si on reprend le budget 2024, il serait en effet austéritaire, mais il ne nous permettrait pas de finir l'année. Alors, oui, ça aussi, c'est un argument pour une véritable loi de finances. C'est que si vous reconduisez à l'identique les crédits, bon, en principe, il y a un point de contrôle tous les mois. Mais on me dit qu'il n'y a plus les 12e comme il y avait avant. C'est-à-dire que chaque mois, on reconduit exactement le même crédit que le mois équivalent de l'année précédente. Si vous n'avez plus ce mécanisme, plus vous avancez dans le temps, plus l'inflation érode les dépenses réelles. Puisqu'en fait, à un mois, il n'y a pas de l'inflation, elle ne fait pas grand-chose, mais à 12 mois, elle fait des dégâts. Donc, en fait, on pourrait en fin de paie, et comme la dépense publique avance toujours, il y a une espèce de voracité de la dépense publique et d'inertie très forte. En fin de période, il peut y avoir un shutdown. Il ne peut pas y en avoir si on fait la loi spéciale au début de l'année, mais il peut y en avoir un plus loin. C'est pour ça que c'est absolument indispensable. Finalement, moi je me sens content, en tant que citoyen, de penser qu'il va y avoir une loi de finances. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça enlève le risque de shutdown à terme, mais surtout, ça permet à la France d'espérer retrouver, alors ça dépendra de la qualité de cette loi de finances, une trajectoire financière de redressement. Ce qui suppose de réduire massivement les dépenses en ayant un plan structurel de réduction des dépenses. Et ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que cette chute du gouvernement implique obligatoirement que l'on revoterait pour l'Assemblée nationale l'été prochain ? Moi, mon sentiment personnel, c'est que si on revotait, on aurait exactement le même résultat. La France est coupée en 3 blocs et il n'y a rien qui ferait changer d'avis les électeurs. Donc le vrai sujet, c'est effectivement la capacité
Alors, il y a eu une ouverture politique dont l'auteur est M. Vallaud, le chef des députés socialistes, qui parle d'un pacte de non-censure. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un gouvernement qui serait, non pas soutenu, mais qui ne serait pas censuré par des partis qui, ne censurant pas, s'engageraient à passer des compromis. Parce que j'ai dit que cette situation était inédite dans l'histoire de la Ve République, c'est une banalité que de le dire, mais dans les autres pays, il y a des compromis entre des forces politiques. En Allemagne, vous avez eu beaucoup de compromis entre des forces politiques différentes. Mais en France, on ne sait pas faire, parce que la France est un pays vertical, c'est un pays de conflit, profondément, et c'est un pays, alors moi c'est ce qui me choque le plus, de rhétorique. C'est-à-dire on fait du blabla, on tord les mots, et c'est un pays où les principaux dirigeants politiques ont fait Sciences Po, qui est une fausse école, c'est une école de... comment dire, c'est bien pour la culture générale, mais c'est une école de rhétorique, fondamentalement. On n'a pas d'ingénieurs à la tête de l'État. Et on a beaucoup de politiciens qui n'ont aucun métier, aucune formation. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, je vous dis ça parce que je ne suis pas du tout sûr, moi, qu'une nouvelle dissolution changerait quoi que ce soit. Est-ce que l'on sait les scénarios de la crise financière qui nous attend ? Les scénarios, bon, écoutez, il est encore trop tôt pour faire un scénario. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la France est menacée par une crise financière. Alors la crise financière, c'est ce qu'on disait la dernière fois, est déjà commencée, puisque les spreads ont quand même atteint, il y a 15 jours, enfin une semaine, presque 90 points de base. Vous l'avez dit vous-même, on emprunte à des conditions plus dures que l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Nos notes, comme le dit à juste titre Marc Toiti, nos notes sont surcotées. Hein. La preuve, c'est que l'Espagne emprunte à des taux 13 points de base de moins que nous, hein, ce matin quand même, c'est pas rien. Et elle est A, simple A, alors que nous sommes double A. Donc nous sommes menacés par une crise financière. Une crise financière, là pour le moment, elle est rampante, n'est-ce pas ? Elle est rampante, mais l'année prochaine, les charges financières sur la dette, ça fera 60 milliards. Le budget de l'éducation nationale, c'est combien ? 80 milliards. Oui, c'est ça. Et alors, c'est plus que le budget de la défense nationale. Mais l'année d'après, ou en 2027, moi, la prévision que j'ai, c'est 80-85 milliards. Donc, nous sommes en train de nous étouffer. Et nous nous étouffons tout doucement. Alors, j'ai une citation d'Ernest Hemingway en tête qui illustre bien la situation. On disait à Ernest Hemingway, mais comment vous avez fait faillite ? Et il a dit, doucement au début, très vite à la fin. Donc, vous pouvez avoir une accélération. Et cette accélération dépendra de deux facteurs très simples. Est-ce que nous sommes capables de faire une loi de finances ? Et est-ce que nous sommes capables de faire une loi de finances qui indique de manière fiable une réduction de nos déficits vers les 5% de déficit sur PIB. Si oui, on évitera une grande crise financière. Sinon, comme le dit Natacha Valla dans les Échos d'aujourd'hui, ou comme l'a dit d'ailleurs Christian Saint-Étienne dans les Échos d'il y a 15 jours, nous pouvons avoir une crise financière violente. D'ailleurs, je crois qu'il faut... Alors, l'idée too big to fail n'a aucun sens. Hein, Lehman Brothers était très gros, il est tombé. Parce que too big to fail, trop gros pour tomber, cela supposerait qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour nous. Ben non. Si demain il y a une crise financière, nous aurons le secours des institutions européennes, mais nos partenaires européens demanderont un plan pour la France, pour que ce ne soit pas les autres qui payent pour eux. Hein. C'est un mécanisme qui est mal compris. Nous partageons une monnaie avec les autres pays. Si la Banque Centrale Européenne intervenait pour acheter des titres de dette de la France, d'abord, elle n'a pas le droit de le faire actuellement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les... On peut approfondir si vous voulez, mais bon, il y a le mécanisme européen de stabilité. Si elle le faisait, ça reviendrait à faire payer les autres. Et donc, elle ne pourrait le faire qu'en contrepartie d'un plan européen. Bon,
Donc, attention au risque de crise financière. Et donc, moi, je maintiens tous les conseils que nous avons donnés à nos 5000 auditeurs qui ont bien profité de nos conseils, si j'en juge par tous les messages qu'on a eus, d'encouragement, les questions, le débat que nous avons ouvert. Personne ne détient la vérité. Il faut réfléchir à la manière de se protéger. En effet, je suis plusieurs économistes qui donnent d'autres options pour protéger l'épargne. Le but de notre émission précédente, c'était aussi de ne pas vous répéter ce que l'on trouve sur le net. D'autant que l'astuce que vous avez donnée de placer son argent sur les comptes courants de société, ça met à l'abri et c'est un acte civique. Mais il faut être conscient que l'on ne peut pas tout anticiper. Non, mais je crois que, s'il fallait conclure, on peut dire à nos auditeurs, là, la situation semble stabilisée. Il faut suivre très attentivement, heure par heure, ce qui va se passer d'ici la fin du mois de décembre, la loi spéciale, les amendements ou pas sur la réindexation, et après, il va falloir suivre très attentivement si une loi de finances émerge. Bon. Et après, les prévisions financières sur le déficit de la France. Et à partir de là, vous saurez s'il va y avoir une crise financière ou pas. Je voudrais d'ailleurs préciser que quand on dit crise financière, ce n'est pas une crise bancaire. C'est-à-dire que le système bancaire français est très solide, il est très robuste en raison de la régulation Bâle III, et qui fait que les fonds propres ont doublé, qui fait qu'il y a des ratios de liquidité à court, à moyen terme, avec des stress tests. Donc je ne redoute pas du tout un bank run, ou une crise bancaire. En revanche, ce que je redoute, c'est que si notre État était en pré-cessation de paiement, ils prennent des mesures autoritaires pour imposer l'épargne ou se saisir d'une partie de l'épargne. Et que les taux d'intérêt augmentent. Ça, c'est surtout ça, la crise financière. C'est que nous ayons demain des taux d'intérêt aussi élevés, voire plus élevés que ceux de l'Italie. Et là, vous avez des impacts économiques très importants, notamment sur le marché de l'immobilier. D'ailleurs, le principal risque aujourd'hui, la presse y faisait allusion, c'est un risque de récession, de petite récession de l'économie française. Bon, les indicateurs avancés sont très mauvais. Marc Toiti nous parle d'une croissance de 0,5. C'est très faible. Je vois que d'autres économistes partagent ce 0,5. Donc, le principal risque, c'est ça. Parce que si les taux d'intérêt montaient au niveau italien, ce qui est une pré-récession se transformerait en récession. Le principal risque est là, en fait. Et le risque sur l'épargne qui est, moi j'ai l'habitude de dire, l'épargne joue le rôle de collatéral de la dette française. Alors, les assurances vie, c'est 1500 milliards d'euros, la dette française, c'est 3300 milliards. Et l'épargne court terme, c'est 2500 milliards. Bien, merci Maxime, merci et au revoir.